La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Ça se passe sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Bien. Et à la forme? Oui, ça va. Alors, aujourd'hui c'est jeudi, on repart combien d'années en arrière? On va pas loin en arrière, on va à 45 ans aujourd'hui. Nous sommes le 27 août 2020, donc on célèbre les 45 ans de la disparition de Haïlé Sélassié, qui était le dernier empereur d'Éthiopie. Alors, non, j'avais parlé ici d'Haïlé Sélassié, de son arrivée au trône. Mais là, on va plus s'appesantir, non pas sur sa vie, mais surtout sur sa mort. Parce qu'aujourd'hui, D'accord. on parle évidemment de sa mort. Mais il faut savoir que déjà, il a été arrêté en septembre 1974, le 12 septembre 1974, renversé par un coup d'état militaire qui était dirigé par un certain nombre d'officiers, dont son successeur Mengistu Haïlé Mariam, qui se fera surnommer le Négus Rouge. Négus Rouge, pourquoi ? En raison du régime extrêmement dictatorial et particulièrement sanglant qu'il va instaurer de 1974 jusqu'à la chute de celui-ci en 1992. Alors, il faut comprendre que, d'ailleurs, pour rapidement rappeler les choses, c'est que déjà Haïlé Sélassié était monté sur le trône du pays qu'on appelle l'Abyssinie en 1930. Et puis, très vite en 1935, son royaume va être attaqué par les Italiens qui voulaient faire de l'Éthiopie une de leurs colonies. Il faut savoir que l'Éthiopie, avec le Libéria, sont les seuls pays africains qui n'ont jamais été colonisés. Et donc, depuis le 19e siècle, l'Italie avait déjà une partie de l'Afrique de l'Est qu'on appelle l'Érythrée. Et donc, Mussolini, quand il arrive au pouvoir, il veut lui aussi avoir des colonies comme la plupart des autres puissances occidentales, en tête desquelles la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Et donc, il veut donc étendre ces colonies. Et donc, le seul pays qui n'est pas colonisé, c'est juste à côté, c'est l'Éthiopie. Et donc, il décide à partir de 1935 de lancer une attaque contre l'Éthiopie. L'Éthiopie, pourtant, qui faisait pourtant partie de la Société des Nations, donc qui était un État indépendant, reconnu comme tel par la communauté internationale, ne va recevoir l'aide d'aucune puissance, d'aucun pays. Pourquoi ? Parce que les Européens avaient peur de s'opposer au Duce, donc à Mussolini. Et donc, pour eux, s'opposer à Mussolini, c'était déclencher la guerre. Alors, la guerre était de toute façon inéluctable, étant donné la situation dans laquelle on se trouvait à l'époque. Et donc, il va, à partir de 1936, il va devoir quitter, il va être exfiltré d'Éthiopie, il va se réfugier à Londres, et de là-bas, il va continuer justement la lutte en réunissant, en fédérant plutôt les forces qui étaient les forces d'opposition, les forces de résistance qui étaient restées en Éthiopie, et en même temps, il avait, bien entendu, le soutien d'abord des Anglais, puis de l'ensemble des autres puissances occidentales qui, quelque part, un peu se reprochaient du fait de ne lui avoir pas accordé de l'aide lorsque son pays avait été envahi à partir de 1935. Et donc, l'Éthiopie va rapidement, Haïlé Sélassié va fédérer ces forces-là, et donc, grâce à l'appui des Occidentaux, tels lesquels les Britanniques, il va retrouver son trône en 1941, et il va même, cerise sur le gâteau, récupérer l'Érythrée, comme je l'ai dit, qui était une colonie italienne. L'Italie va perdre donc la gestion de l'Érythrée à la suite de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on va estimer qu'elle était parmi des États responsables de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il sort renforcé de la Seconde Guerre mondiale, et même il sort avec l'image de quelqu'un qui est particulièrement, qui est un grand stratège, parce qu'il aura réussi à récupérer également l'Érythrée. Alors, à partir des années 60, il va se faire, après la Seconde Guerre mondiale, il va devenir le chantre du panafricanisme, le chantre de la lutte contre le colonialisme, et donc il va
avec ses moyens, aider les pays à obtenir l'indépendance. C'était ainsi que, en 1963, lorsqu'il s'agira de créer l'Organisation de l'Unité africaine, et comme lui, il était celui qui incarnait le mieux ce panafricanisme, et bien tout naturellement, le siège permanent de l'Organisation de l'Unité africaine sera installé à Addis Abeba. Alors, malheureusement, il faut savoir que dans les années 60, l'Éthiopie est considérée comme étant un État extrêmement moderne. Pourquoi ? Parce que déjà, Haïlé Sélassié a instauré une démocratie parlementaire. Il a été le premier à instituer dans l'histoire du pays une constitution écrite. Et puis, il va abolir des lois qui étaient archaïques, notamment il va abolir l'esclavage dès 1931, lorsque à peine un an à peine après son arrivée sur le trône. Et donc, il a cette image de quelqu'un qui est moderne, de quelqu'un qui a lutté contre des lois archaïques, notamment l'abolition de l'esclavage, quelqu'un qui s'est battu pour la libération de son pays, puis le retour de l'Érythrée dans le giron du territoire éthiopien. Et donc, il aura aussi aidé les États à être indépendants. Et donc, il a toute cette... À l'extérieur, il jouit d'une très, très belle image. Mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. À l'intérieur, même si on a une constitution, même si on a des institutions qui semblent être démocratiques, en fait, celui qui règne sans partage sur le pays, c'est Haïlé Sélassié. Et donc, il se joue des rivalités entre les différents clans pour essayer de maintenir justement sa mainmise sur le pouvoir. Mais faire avancer le pays. Au départ, il faisait avancer le pays, mais c'est justement la limite de sa stratégie, c'est-à-dire que à force de mettre les ministres en rivalité en fonction de leur clan, en fonction de leur appartenance régionale, eh ben, les ministres vont peu à peu jouer son jeu, c'est-à-dire qu'au lieu de lui dire la vérité sur l'état réel du pays, eh ben, ils vont, pour éviter de subir ses foudres, de subir ses colères, eh ben, ils vont commencer petit à petit à lui mentir sur la situation du pays. Et c'est ainsi que progressivement, eh ben, Haïlé Sélassié va être complètement déconnecté des réalités de son pays. Si bien qu'en 1972, il va éclater une très grande famine dans la région du Wolo. Et donc, cette famine-là va faire des milliers de morts en Éthiopie, alors que pendant ce temps, lui, le Négus, eh ben, il continuait à vivre dans une opulence ostentatoire à Addis Abeba. Régulièrement, lorsqu'il demandait qu'on lui fasse le point, eh ben, les ministres ne lui disaient pas la vérité. Et en plus, lui-même, il commençait, en raison du poids de l'âge, à faire preuve d'une véritable incapacité à pouvoir saisir la réalité du moment, en raison de la sénilité qui commençait déjà à le toucher. Et c'est ainsi que c'est par ce mécanisme-là, malheureusement, que son régime va commencer à se déliter de l'intérieur. Et ainsi, donc progressivement, le mécontentement populaire va commencer à atteindre les différentes couches de la société. D'abord les couches populaires, puis les couches moyennes, puis la haute aristocratie qui était proche de celle du trône, parce qu'il faut savoir que certains aristocrates voulaient la tête de celui qui était à l'époque son premier ministre, à savoir Akilou Abtewolde, et donc ils voulaient absolument le faire tomber, et pour cela ils vont attiser la colère de l'armée. Et c'est ainsi que au sein de l'armée, un certain nombre de sous-officiers vont commencer petit à petit à commencer à prendre le contrôle de l'armée. Ce petit groupe d'officiers-là était évidemment formé au marxisme-léninisme. Et parmi ce petit groupe d'officiers, il y avait Mengistu Haïlé Mariam. Et donc c'est ainsi que lorsque les premiers soulèvements populaires éclatent au début, en été 1974, eh ben, le régime est totalement incapable de répondre aux aspirations et faire face à la menace que représente la colère, la menace que représentent ces manifestations populaires-là. Et donc l'armée va rentrer dans le jeu, et si bien qu'en septembre 1974, eh ben, le régime d'Haïlé Sélassié s'effondre de lui-même. Et donc il est destitué en septembre 1974 et il est évidemment immédiatement mis en prison. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le véritable visage de Mengistu Haïlé Mariam va se révéler, puisqu'il va, une fois installé au pouvoir, il va tout simplement éliminer l'ensemble des membres de l'aristocratie et les princes même du royaume d'Éthiopie, et il va installer une dictature militaire extrêmement sanglante jusqu'en 1992. Et donc, entre 1974 et 1992, le pays est
quasiment hermétiquement fermé. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. On ne découvrira que Haïlé Sélassié en fait est mort depuis 1974 que environ 17 ans plus tard, en 1992, lorsque le régime de Mengistu Haïlé Mariam s'effondre du fait de la chute du mur de Berlin, donc avec l'effondrement du bloc soviétique. La Russie, qui était l'un des alliés indéfectibles et l'un des soutiens de premier ordre du régime de Mengistu Mariam, et donc lorsque l'URSS va s'effondrer, eh ben, le régime éthiopien aussi va s'effondrer, et c'est là où le monde va découvrir avec stupéfaction tous les dégâts en quelque sorte que ce régime-là aura commis durant plus d'une quinzaine d'années. Et donc on va découvrir que Haïlé Sélassié, qui avait été certainement assassiné par strangulation en août, le 27 août, parce qu'on va retrouver des témoins, le 27 des traces de témoignages, le 27 août 1975, eh ben, son corps aura été enterré dans le bureau de Mengistu Haïlé Mariam, sous le plancher même de son bureau, et donc son corps va y rester jusqu'à ce que le régime s'effondre. Mengistu Haïlé Mariam va fuir l'Éthiopie en 1992 et se réfugier au Zimbabwe, le Zimbabwe dont il était le proche de Robert Mugabe, et il vit d'ailleurs jusqu'aujourd'hui là-bas au Zimbabwe. Et donc on va découvrir par la suite que Haïlé Sélassié était enterré dans le bureau de Mengistu Haïlé Mariam, et on va malheureusement, le tombeur de Mengistu Haïlé Mariam, à savoir Meles Zenawi, était lui aussi particulièrement amer envers le régime de Haïlé Sélassié, et donc en quelque sorte l'hommage en tant que dernier roi d'Éthiopie qui lui était dû ne va pas lui être rendu sous Meles Zenawi. Il va falloir attendre le départ de celui-ci en 2000 pour que enfin Haïlé Sélassié soit enterré dignement, conformément au statut qui était le sien, à savoir d'un monarque, et donc il va être enterré dans la crypte de la cathédrale orthodoxe d'Addis Abeba. Mais malheureusement, eh ben, cette cérémonie-là ne va pas attirer grand monde, parce qu'aux yeux des Éthiopiens, eh ben, Haïlé Sélassié était tombé en disgrâce. Mais paradoxalement, à l'étranger, Haïlé Sélassié jouit d'un aura qui n'a jamais baissé depuis sa disparition, notamment à travers le rastafarisme, donc ce syncrétisme-là qui mélange un peu les coutumes jamaïcaines avec la religion chrétienne et la figure d'Haïlé Sélassié. Eh bien, le rastafarisme va durant toutes ces années-là, continuer à alimenter l'image de Haïlé Sélassié comme étant le sauveur, comme étant le Moïse ou le Jésus noir. C'est selon la branche du rastafarisme à laquelle on appartient. Et donc, eux, ils vont continuer à alimenter, et ils continuent aujourd'hui d'ailleurs d'alimenter l'image de ce monarque-là, qui était le 225e descendant du roi Salomon et la reine de Shabbat. Il faut savoir que Haïlé Sélassié, lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est la plus vieille famille royale du monde. Et donc, les Rastafariens, notamment aussi avec la musique reggae en tête desquels Bob Marley, vont énormément participer à véhiculer l'image d'Haïlé Sélassié comme étant le sauveur des Noirs, comme étant le lion de Juda, le roi des rois, le rédempteur. C'est selon tous les adjectifs qui lui sont affublés. Et donc aujourd'hui, autant à l'intérieur de l'Éthiopie, eh ben, Haïlé Sélassié ne fait plus l'unanimité depuis de nombreuses décennies, et très peu d'hommages lui sont rendus, notamment en raison évidemment de tous les éléments que j'ai expliqués là. Autant à l'extérieur du pays, eh ben, son décès continue à être largement célébré par les Rastafariens. Il faut savoir qu'ils célèbrent le 27 août chaque année, en disant que c'est un peu comme lorsque Jésus est monté au ciel. Pour eux, c'est exactement la même chose. Haïlé Sélassié, ou Jah Rastafari, n'est pas mort. Il n'a juste fait que changer d'enveloppe corporelle. Et donc, c'est pour vous dire que voilà un personnage historique qui est très important, et je pense qu'il serait important de lui rendre la place qui est la sienne dans l'histoire du continent. Je ne parle pas seulement que de l'histoire de l'Afrique, je parle de l'histoire du continent. Il ne faut pas oublier que déjà en 1927, il avait fait un célèbre discours à la Société des Nations où il expliquait que c'est la dictature, que c'est le fait d'être enfermé sur soi qui devait conduire le monde à sa perte,
Et il avait donc posé là les prémices de ce qui allait aboutir par la suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelqu'un qui était un visionnaire, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour la libération du peuple noir, et c'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour l'unification de l'ensemble du continent africain. Et je pense que ça, c'est l'image que nous devons retenir, mais n'est pas aussi occulter le rôle qu'il a malheureusement joué dans les tragédies que son pays a connues entre la fin des années 60 jusqu'à la chute de son régime au début des années 70. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire. Ce matin, on était du côté de l'Éthiopie. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.